Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons traiter des transitions de phase. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une phase? C'est un terme que tu as déjà certainement entendu. La matière peut se trouver dans trois phases possibles pour faire simple: solide, liquide ou gazeuse. Dans l'exemple que je te propose de traiter, je vais prendre comme matière de l'eau. Voilà, de l'eau qui va se trouver soit à l'état solide, soit à l'état liquide, soit à l'état gazeux. Alors, les transitions de phase, c'est la transition d'un état vers un autre, par exemple de l'état solide vers l'état liquide, ou de l'état liquide vers l'état gazeux. Et on va s'intéresser notamment à l'aspect énergétique des systèmes, et quel est le transfert thermique mis en jeu pour faire évoluer ce système d'une phase à l'autre. Alors, dans un premier temps, je te propose de partir d'un cube de glace que l'on sortirait du congélateur, donc à une température bien inférieure au point de fusion, à la température de fusion de l'eau. Dans ce cas-là, l'eau se trouve sous forme solide. Il y a des interactions entre chacune des molécules qui ne leur permet pas de coulisser les unes par rapport aux autres. Donc, je vais placer ce glaçon dans un moyen de chauffage, mettons une casserole. Et dans un premier temps, ce glaçon, quand je le sors du congélateur, il est aux alentours de moins 15 degrés. Sa température va augmenter petit à petit. Donc l'énergie que va lui apporter la casserole va lui permettre d'augmenter sa température. Et cette énergie, finalement, comment est-ce qu'elle se détermine? Elle se détermine par l'écart de température. Et elle est également proportionnelle à la masse de la quantité de gaz présente dans la casserole. Donc si je veux porter cette quantité de glace jusqu'à sa température de fusion, il faut que j'apporte une énergie qui se calcule ainsi: M, donc la masse en kilogrammes de glace que j'ai placée dans la casserole, C, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique, je vais y revenir juste après, multiplié par l'écart de température entre la température de fusion et la température initiale à la sortie du congélateur. Donc cette capacité thermique massique, elle me dit finalement combien de joules sont nécessaires, quelle est la quantité d'énergie nécessaire pour élever 1 kg de cette matière d'une température de 1 Kelvin ou de 1 degré Celsius. Donc ça, c'est la formule qui permet de déterminer l'énergie transférée à ce cube pour le faire passer d'une température de moins 17 à une température de 0 degré Celsius. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque l'ensemble de ce cube de glace arrive à l'équilibre thermique et lorsque la température de ce cube vaut la température de fusion? Eh bien, dans ce cas-là, il y a apparition de la première goutte de liquide. Donc jusqu'à présent, l'énergie que j'avais apportée servait à augmenter l'agitation entre les molécules, c'est-à-dire qu'elles vibrent les unes par rapport aux autres, de plus en plus fort, mais sans se déplacer les unes par rapport aux autres. À partir du moment où ce système, ce bloc de glace arrive à la température de fusion, qu'est-ce qui se passe? Il y a apparition de la première goutte de liquide. Et l'énergie qui va être transférée à ce bloc ne va pas servir à finalement augmenter l'agitation de toutes ces molécules. Elle va servir finalement à ce que ces molécules puissent coulisser les unes par rapport aux autres, passer de l'état solide à l'état liquide. Et pendant toute cette transition de phase, toute l'énergie que je vais apporter ne va pas servir à augmenter la température du système, mais finalement à permettre à ces molécules de coulisser les unes par rapport aux autres. Donc concrètement, là, il y a une coexistence entre deux phases, la phase solide et la phase liquide de mon système. Donc cette coexistence va perdurer jusqu'à la disparition du dernier cristal de glace, c'est-à-dire la fonte totale du glaçon que j'ai placé dans la casserole. Donc ça, il est très important de retenir que ça se fait à température constante, à savoir la température de fusion. Donc ici, il y a disparition du dernier cristal de glace, et je vais continuer à chauffer. Alors je reviens quand même juste un petit cran en arrière sur l'énergie qui a été nécessaire. Alors, évidemment, cette formule ne fait pas apparaître une variation de température, comme tout à l'heure, puisque cette transition de phase se fait à température constante. Alors,
Cette énergie thermique transférée au système, elle dépend de la masse du système. Hein. Plus il y a de glace, plus il faudra fournir d'énergie, donc c'est normal qu'elle soit proportionnelle. Donc cette masse, elle est multipliée par l'enthalpie massique de fusion, c'est-à-dire combien il faut de joules, combien il faut d'énergie pour permettre à 1 kg de solide, d'eau à l'état solide, de passer à l'état liquide. Voilà. Troisième temps fort de notre graphique, on continue à partir de l'énergie, et ce coup-ci, les molécules coulissent les unes par rapport aux autres et vont s'agiter, vont vibrer de plus en plus les unes par rapport aux autres. Et la température va augmenter. Et ça, il y a un lien très direct entre l'agitation de ces molécules et l'augmentation de température. Donc cette augmentation de température va se produire jusqu'à la température de vaporisation. Passage de l'état liquide à l'état gazeux. Donc en ce qui concerne l'eau, à pression atmosphérique, ça se fait à 100 degrés. Donc lorsque la température atteint 100 degrés, on a apparition de la première bulle de gaz. Donc première bulle de gaz, c'est le début de l'ébullition. Là, de la même manière, l'énergie thermique qui a été apportée au système a servi à faire augmenter la température. Elle est proportionnelle à la masse d'eau à l'état liquide, à sa capacité thermique massique et à la différence de température entre la température finale qui est la température de vaporisation et la température initiale de l'expérience qui était la température de fusion. Donc ça, c'est toute l'énergie qui a été nécessaire à augmenter l'agitation de ces molécules. À partir du moment où on arrive à l'apparition de la première bulle de gaz, nous sommes de nouveau sur une transition de phase. C'est-à-dire que l'énergie que l'on va apporter va servir aux molécules à quitter le milieu liquide pour passer en phase gazeuse. Et pour cela, il faut de l'énergie. Cette énergie est sous forme thermique, elle est proportionnelle à la masse d'eau présente dans la casserole et à la chaleur latente massique de vaporisation ou l'enthalpie massique de vaporisation. Ça, il faut le comprendre en quelle est l'énergie, combien il me faut de joules pour faire passer 1 kg d'eau à l'état liquide vers 1 kg d'eau à l'état gazeux. Voilà. Donc là, cette transition de phase, de la même manière que la transition solide-liquide, elle se fait à température constante, parce que l'énergie ne sert pas à augmenter l'agitation des molécules, mais à les faire passer en phase gazeuse. Lorsqu'il y aura eu la dernière disparition de la dernière goutte de liquide, l'intégralité de mon système sera sous forme gazeuse, et dans ce cas-là, l'énergie que je vais fournir va servir à augmenter l'agitation et augmenter la température de mon gaz. Dans ce cas-là, l'énergie se calcule de la même manière, l'énergie thermique transférée, la masse, fois la capacité thermique massique, fois la température finale, moins la température de vaporisation initiale. Alors, de la même manière que l'on a fourni de l'énergie pour passer finalement de l'état solide à l'état liquide, puis de l'état liquide à l'état gazeux, et d'augmenter la température de ce système à l'état gazeux, le trajet inverse, lui, va restituer de l'énergie. C'est le système qui va nous fournir de l'énergie. Je peux donner par exemple la solidification. Lorsque je vais mettre mon bac à glaçons au congélateur, c'est le système qui va fournir de l'énergie au fluide caloporteur. Le système, c'est mon bac à glaçons, va fournir de l'énergie. Donc il va perdre de l'énergie petit à petit, il va fournir cette énergie au fluide caloporteur du frigo, mais ça c'est une autre histoire sur le fonctionnement du frigo, pour finalement passer de l'état liquide à l'état solide, et une fois qu'il aura terminé de fournir cette énergie et que la totalité de l'eau à l'état liquide sera passée à l'état solide, et dans ce cas-là, la température continuera à diminuer jusqu'à la température de consigne du congélateur. Voilà, écoute, j'espère que cette petite explication aura été utile pour toi et que ça t'aura permis de comprendre les énergies mises en jeu pour augmenter la température d'un système et pour le faire changer de phase. Voilà. Écoute, je te dis à très bientôt dans une vidéo.